Bienvenue sur Hello Mystery 13. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'histoire d'Agnès Michel. Il existe des histoires d'horreur qui naissent dans l'imagination des écrivains. Et puis, il y a celles qui sont réelles. Celles qui commencent dans un petit village calme de Bavière, en Allemagne de l'Ouest, au début des années 1960. Un endroit où les cloches de l'église rythment les journées, où les familles se connaissent depuis des générations et où la foi fait partie du quotidien. C'est là qu'a grandi Agnès Michel. Une jeune fille discrète, sage, très croyante, élevée dans une famille catholique stricte, où la prière n'était pas une habitude, mais une obligation morale. Sa mère, profondément marquée par un passé difficile, voyait dans la religion une forme de purification permanente. Le péché était omniprésent, la faute aussi. Agnès était brillante à l'école, sensible, un peu fragile, mais rien qui ne la distinguait vraiment des autres adolescents, jusqu'au jour où tout bascule. Les premières crises, en 1968, alors qu'elle a 16 ans. Agnès s'effondre soudainement à l'école. Son corps se raidit, elle perd le contrôle, ses camarades la regardent horrifiés. Les enseignants parlent d'une crise sévère. Les médecins diagnostiquent une épilepsie du lobe temporal, un trouble neurologique sérieux, capable de provoquer des convulsions, des pertes de conscience, mais aussi des hallucinations auditives et visuelles. On lui prescrit des médicaments puissants. Au début, on pense que le traitement va stabiliser la situation. Mais les crises continuent et quelque chose change. Agnès commence à dire qu'elle ressent une présence, une oppression invisible. Elle parle de visages démoniaques. Elle les voit autour d'elle. Elle affirme que lorsqu'elle prie, les images deviennent plus violentes. Elle entend des voix qui lui répètent qu'elle est damnée, qu'elle brûlera en enfer, qu'elle doit souffrir. La descente psychologique, les années passent, les médecins ajustent les traitements, les doses augmentent, mais rien ne s'améliore durablement. Son état s'empire. Agnès sombre peu à peu dans un état dépressif sévère. Elle est hospitalisée en psychiatrie. On parle alors de psychose, de troubles schizo-affectifs ou encore de dépression profonde. Mais dans sa famille, une autre hypothèse prend racine. On ne parle plus de maladie, on parle de possession, car certains comportements deviennent incompréhensibles. Agnès refuse de marcher sur le sol de l'église, elle dit que le sol brûle sous ses pieds. Elle affirme que les objets religieux dégagent une odeur insupportable. Elle se met à grogner, à émettre des sons gutturaux, à fixer les murs pendant des heures. Elle en vient même à boire son urine, à manger des insectes. Elle rampe sous la table, sa famille est totalement terrifiée. Mais au lieu de consulter davantage de spécialistes, cette fois-ci, il se tourne vers l'église. La demande d'un exorcisme se fait au début des années 1970. Les exorcismes sont très rares, très rares. L'Église catholique exige des preuves solides avant d'autoriser un rituel. Mais Annelise insiste, elle supplie. Elle affirme que plusieurs démons vivent en elle. Elle dit connaître leur nom. Elle parle avec des voix qui ne semblent pas être la sienne. Après de longues hésitations, l'évêque local autorise un exorcisme officiel. 2 prêtres sont chargés du rituel. Ce qui va suivre durera près d'1 an. 67 séances. Presque une par semaine. Les séances, les enregistrements audio existent encore aujourd'hui. On y entend une voix grave, rauque, inhumaine. On y entend Annelise hurler, rire, insulter, prétendre être possédée par Judas, Lucifer et Hitler. Les prêtres récitent des prières pendant des heures. Elle se débat, elle se jette au sol et frappe les murs. Ses genoux se brisent à force de génuflexions répétées. On estime qu'elle en faisait parfois plus de 600 par jour.
Elle refuse de s'alimenter, elle dit que les démons l'empêchent d'avaler, son poids chute dangereusement, 30 kilos, puis moins. Son corps devient un squelette. Mais les séances continuent. La famille est convaincue qu'ils sont proches de la délivrance. Les prêtres pensent que l'intensité des manifestations prouve la présence du mal. Les médecins ne sont plus consultés régulièrement et personne ne stoppe le processus. Le 1er juillet 1976, Anneliese Michel meurt dans la maison familiale. Officiellement malnutrition et déshydratation, elle a 23 ans. Son corps est si affaibli qu'il n'a plus la force de continuer. Lorsqu'on la découvre, elle pèse environ 30 kilos. Elle souffrait également d'une pneumonie. Aucun médecin n'était présent dans ses derniers instants. Le procès. Sa mort choque l'Allemagne. Un procès retentissant s'ouvre. Les parents et les 2 prêtres sont accusés d'homicide involontaire par négligence. Le tribunal entend les enregistrements des exorcismes, les voix gutturales, les cris. Les psychiatres témoignent, selon eux, Anneliese souffrait d'une combinaison d'épilepsie sévère et de troubles psychiatriques non traités. Ils affirment qu'un suivi médical intensif aurait pu la sauver. La défense, elle, soutient que la famille croyait sincèrement agir pour son bien. Le verdict tombe. Coupable de négligence, peine de prison avec sursis. Depuis sa mort, le débat continue. Certains pensent qu'Anneliese était atteinte d'une maladie mentale aggravée par un environnement religieux extrême. D'autres croient encore aujourd'hui qu'elle était réellement possédée. Sa tombe attire toujours des visiteurs. Son histoire a inspiré des livres et même un film, The Exorcism of Emily Rose, librement adapté de son cas. Mais derrière le sensationnel reste une tragédie humaine. Ce qui rend cette histoire vraiment terrifiante, ce n'est pas le démon, ce ne sont pas les voix, ce ne sont même pas les exorcismes. Ce qui glace le sang, c'est la frontière floue entre la maladie mentale et la croyance. C'est la conviction absolue d'aider tout en aggravant. C'est une jeune femme qui souffrait profondément, physiquement et psychologiquement. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine histoire. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en likant, en partageant et en vous abonnant.